20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Son éviction de la tête de l'OFNAC, une pilule qui semble lui être restée en travers de la gorge. Nafi Ngom Keïta, poussé dans ses derniers retranchements, saisit la Cour suprême pour abus de pouvoir de la part du chef de l'État. Affaire Mbayang Diop, les organisations féminines de lutte demandent la clémence pour notre compatriote. Déclaration faite au cours d'un grand rassemblement. Le Grand Serigne de Dakar, qui y a pris part, recommande désormais l'émission d'un visa de sortie pour les candidats à l'immigration vers des pays où la traite des personnes est une réalité. Crise au Parti socialiste, Amadou Lamine Sakho recommande à Khalifa Sall de modérer ses ambitions. À Ousmane Tanor Dieng, il lui demande de baliser la voie. L'ancien secrétaire du président Ibrahima Seydou Ndaw nous en dit plus. Ce sera dans quelques instants au cours de cette édition. Hôpital de Pikine, service minimum en vigueur. Les médecins en assemblée générale s'obstinent à revendiquer la suppression des cantines érigées en face de leur lieu de travail. Et puis, Gris Bordeaux, persona non grata dans son fief, ses fans, courroucés par sa défaite, lui demandent tout simplement de céder sa place à son jeune frère. L'invité du 20h, il s'agit de Aminata Sall Diallo, professeure de physiologie. Elle est interrogée par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre comme d'habitude à la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous le disais tout de suite en titre, son départ de l'OFNAC mal digéré. Nafi Ngom Keïta dépose un recours pour abus de pouvoir auprès de la Cour suprême. Une affaire à suivre donc, et nous n'excluons pas d'y revenir certainement au cours de nos prochaines éditions. Amnesty International se réjouit de l'acquittement des jeunes de Colobane mais plaide pour leur indemnisation. Selon Seydi Gassama, ces jeunes, en plus des 4 années de détention qui leur ont été affligées, ont subi des tortures pendant leur interrogatoire. Le directeur exécutif d'Amnesty International exige donc leur dédommagement et l'élucidation de cette affaire au plus vite pour que les véritables meurtriers soient arrêtés. Nous l'écoutons au micro de Nafissatou Silla et Léa Niafouna. Un principe de droit qui dit qu'il est préférable de laisser courir un coupable que de condamner des innocents. Ces gosses de Colobane étaient de toute évidence des innocents à qui on a obligé d'avouer un crime qu'ils n'ont pas commis. C'est pour cela que nous réjouissons de leur libération et nous demandons à l'État du Sénégal, conformément au droit, de poursuivre les policiers qui les ont torturés. Parce que ces policiers peuvent être identifiés, ce sont les policiers qui les ont soumis à des enquêtes. Il faut que ces policiers soient poursuivis et surtout que l'État du Sénégal puisse les indemniser. Certains d'entre eux vont porter toute leur vie les séquelles de ces tortures. Ils ont passé 4 ans en prison, ils ont besoin de redémarrer. Donc ils doivent être indemnisés par l'État du Sénégal conformément à la Convention contre la torture que l'État du Sénégal a ratifiée. Et nous veillerons à ce que cette indemnisation-là puisse avoir lieu parce que c'est une obligation de l'État du Sénégal. L'affaire Fodé Ndiaye ne doit pas être classée. Fodé Ndiaye est un Sénégalais. Nous avons, dans tous les rapports que nous avons faits à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aux Nations Unies, demander que le meurtre de Fodé Ndiaye et le meurtre de toutes les personnes mortes pendant ces événements-là puissent être élucidés. Donc, nous défendons également Fodé Ndiaye et nous demandons à ce que cette affaire ne soit pas classée, que l'on continue à enquêter et qu'on puisse mettre la main sur les meurtriers de ce crime abject. Fodé Ndiaye a été tué de façon atroce. Il n'est pas question que ce meurtrier puisse échapper à la justice de façon définitive. Le site Juste, de nouveau en grève, à compter du mardi 2 au jeudi 4 août prochain. 72 heures de grève pour fustiger ce qu'ils considèrent comme un mépris de la part du garde des Sceaux à leur égard. Pour rappel, le syndicat des travailleurs de la justice revendique une accélération du traitement des projets et décrets porteurs de réformes tant attendus par ces travailleurs au sein du syndicat en question. C'était service minimum ce lundi à l'hôpital de Pikine. Les médecins en assemblée générale continuent de réclamer la suppression des cantines érigées en face de leur lieu de travail. Ils sollicitent l'arbitrage du chef de l'État dans cette affaire qui les oppose à un promoteur privé. Les propos du Dr Diop, leur porte-parole, sont recueillis par Salif Sow et Asmani Diop. Maintenant, ce que nous voulons, c'est la démolition des cantines. Parce que nous, notre vocation, ce n'est pas de sortir, de faire la grève. Notre vocation, c'est de prendre en charge les malades. Et comme à chaque fois qu'il y ait changement de direction, il y a les autorités locales qui viennent à la charge, nous pensons qu'il faut détruire les cantines. Et pour cela, comme je l'ai dit tantôt,
notre hôpital est un peu exigu, c'est un peu petit. Et quand vous y venez, vous voyez que les malades sont souvent dehors, les accompagnateurs sont souvent dehors. Ils sont sous le soleil, ils sont sous la pluie. Ils ont besoin d'abri, ils ont besoin de là où s'asseoir. Par conséquent, nous avons prévu de construire un abri de l'autre côté avec tout ce qu'il faut, toutes les commodités qu'il faut. On va essayer de faire un plan et voir s'il y a des personnes qui peuvent nous accompagner en ce sens pour soulager un peu les accompagnants. Cet espace, nous la réclamons. Nous réclamons cet espace dans la mesure où ça fait partie de l'environnement immédiat de l'hôpital. Et c'est vrai que c'est du côté de l'école, mais c'est l'environnement immédiat de l'hôpital. Nous ne sommes séparés que par la route. Nous voulions que les autorités sachent ce que nous vivons. Maintenant qu'ils se sont saisis de l'affaire, maintenant c'est à eux de continuer. Et puis, sachez que la date du 4 septembre prochain a été arrêtée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'organisation de l'élection des hauts conseillers. Le collège électoral composé de conseillers départementaux et des conseillers municipaux est convoqué à la même date. La période de dépôt des dossiers de candidature est ouverte depuis le 30 juillet dernier. Elle sera clôturée le dimanche 14 août 2016 à minuit, un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. À la une de l'actualité politique, Khalifa Sall qui doit modérer ses ambitions et Ousmane Tanor Dieng qui doit montrer la voie. C'est là la solution de sortie de crise proposée par l'ancien secrétaire particulier du président Ibrahima Seydou Ndaw, père fondateur du Parti socialiste, Amadou Lamine Sakho, que nous écoutons dans ce reportage signé Al-Hassan Ba et Thierno Laurent Mendy. C'est le témoin de l'histoire qui parle. La situation que traverse le Parti socialiste n'est pas un pur hasard. Le seul responsable de cette situation, c'est Senghor. Et, dans une certaine mesure, Abdou Diouf. Quand Senghor lui remettait le parti, il n'avait même pas de comité, alors que d'autres responsables étaient avec lui. C'est une injustice. Abdou Diouf aussi, en partant, a fait appel à Tanor dans un congrès sans débat. Tanor a dirigé lui aussi le parti selon les principes qu'il a hérités de ses prédécesseurs. Tanor et Khalifa doivent se retrouver, le secrétaire général montrer la voie et Khalifa Sall modérer ses ambitions. Tanor n'a pas à décider du maintien du parti au sein du groupe Benno Bokk Yakaar ou non. C'est le parti, l'ensemble du parti. Les Khalifa Sall et au-delà, ils n'ont pas à se comporter comme ils le font. Un parti mérite du respect. Un parti mérite une discipline. Cette discipline aussi doit reposer sur une démocratie. Pour l'ancien collaborateur du président Ibrahima Seydou Ndaw, le Parti socialiste doit aller avec la coalition Benno Bokk Yakaar. S'il respecte ses engagements, qu'on n'a pas besoin de rappeler ici, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas soutenu par ceux qui l'ont porté au pouvoir. Aucun parti aujourd'hui ne peut décider de l'avenir du pays. Nous sommes à l'ère des coalitions. La voie est toute tracée. Les 138 coordinations du Parti socialiste sont interpellées sur les législatives de 2017. Mais pour le camp de Khalifa Sall, le choix est déjà fait. Pas question de Benno Bokk Yakaar. À peine inauguré que l'échangeur de l'émergence fait déjà des mécontents. Les populations qui vivent aux alentours du pont exigent un système d'évacuation des eaux ou à tout le moins une route secondaire pour parer aux inondations. Des complaintes qui surviennent toutefois après que le chef de l'État a annoncé que l'ONAS doit bientôt compléter le système de drainage des eaux pour régler une bonne fois pour toutes le problème d'évacuation des eaux qui affecte ce site, il faut le dire, depuis des années. Maïmouna Ndiaye. Elle a fermé boutique pendant 9 mois. Après la construction de l'échangeur de l'émergence, Madame Fall avait grand espoir. Les premières précipitations tombaient sur Dakar, la femme d'affaires est tout simplement déçue. On se retrouve dans un ravin, vous avez dû le constater par vous-même. Ce qui se passe maintenant, les pluies ne passent pas directement vers le canal, elles se déversent au niveau des maisons. Elle se déverse, et j'ai eu à le dire, elle se déverse au niveau des maisons à cause de cette situation dont le pont nous a plongé.
Donc on est trop inquiet même, trop inquiet. On a commencé parce que déjà la petite pluie qu'on a enregistrée hier, on a eu quand même des rejets d'eau au niveau de nos magasins et de nos maisons. Tout comme Aminata, ces riverains sont dans le désarroi total. Vous voyez cette ruelle, c'est une descente qui nous inquiète beaucoup en cette période de pluie. Nous avons très peur. Les inondations peuvent arriver à tout moment. Aucune mesure pour parer à une telle situation. Vous imaginez un peu quand Dakar va enregistrer de fortes précipitations, c'est l'hécatombe. Ce responsable de famille, lui, est un peu optimiste. Au niveau de Grand Yoff, nous avons un grand bassin pour les eaux hivernales. Nous avons aussi des canalisations un peu partout. Nous conduisons dans un grand bassin qui se trouve à Grand Yoff. Il y en a à l'intérieur de Grand Yoff et il y en a aussi dans la zone de captage. Grand Yoff est vraiment canalisé. Il y a une canalisation pour les eaux hivernales qui se trouve à l'intérieur de Djeddah. Et il y a aussi un grand bassin qui se trouve à la zone de captage. Donc les eaux passeront là où ils passeront pour être là-bas. Pourtant, le risque d'inondation était soulevé lors de l'inauguration du pont de la Patte d'Oie. Aujourd'hui, bon nombre de populations demandent des moyens d'accompagnement. L'hivernage également, une période où des accidents liés à l'électricité sont fréquents. Le dernier en date a eu lieu au quartier Ndiagambay de Cambérène 1. À la cité millionnaire, pas d'incident pour le moment, mais le danger est perceptible plutôt, car depuis les premières pluies, des étincelles se dégagent de certaines installations électriques. Aminata Mbaresso, Léa Niafuna ont fait le déplacement. Reportage. Cité millionnaire, une localité dans Grand Yoff. Ici, les poteaux électriques font lésion. Ils sont installés côte à côte des maisons. La cohabitation fait peur. Au début, il y avait 2 ou 3 poteaux qui faisaient ça, qui sortaient des étincelles. Après, on a appelé les agents de la Sénélec, ils ont venu régler ça. Ce poteau derrière moi, des étincelles s'y dégagent à chaque fois qu'il pleut. Même pour l'embé, des fois, non, c'est une forte explosion, comme une bombe. Les premières pluies sur Dakar et déjà des accidents liés à des installations électriques. À la cité millionnaire, le danger est aussi là. Ce poste à côté a récemment explosé et des étincelles s'y dégageaient. Cela fait environ une semaine, juste après les premières pluies. Nous faisons tout pour éviter que les enfants s'approchent des poteaux électriques. Au début, quand ça a explosé, tout le monde fuyait. Et puis, c'est pas tellement bien. Les gens ont peur de ça. Celui qui ne connaît rien en électricité, il voit des poteaux qui sortent des étincelles. Il ne peut pas rester sur place. Il va falloir qu'il fuit. Pour éviter des accidents du genre, les populations appellent la Société nationale d'électricité à s'y prendre avant les premières pluies. Nous en avons informé la Sénélec. Ils sont venus réparer le poste électrique. S'ils peuvent le faire avant l'hivernage, c'est mieux, avant que ça fasse des dégâts. Ouais. Régler le problème électrique, surtout des poteaux en fer comme ça, c'est pas vraiment prudent. Au début, ça sortait des étincelles, tout le monde fuyait, on dirait que des bombes. Ça a explosé, boum, 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 c'est pas bon. Dans la nuit du samedi au dimanche, Cambérène a été victime d'un court-circuit qui a fait des dégâts énormes. Je vous l'annonçais en titre, grand rassemblement de la coalition des organisations féminines de lutte pour demander clémence et grâce en faveur de Mbayang Diop, accusé du meurtre de sa patronne en Arabie Saoudite. Un pool d'avocats vient d'être commis pour la défense de notre compatriote. Le grand Serigne de Dakar, présent à la rencontre, en a profité pour solliciter de la part des autorités l'émission d'un visa de sortie désormais pour les candidats à l'immigration vers les Émirats ou d'autres pays où la traite des personnes est une réalité. Pape Faraning. Aidez-nous à sauver Mbayang, nous sommes tous des Mbayang Diop, et scandent les participants à cette manifestation de soutien à leurs compatriotes en prison en Arabie Saoudite, accusés du meurtre de sa patronne suite à une altercation. C'était juste une manifestation pour demander grâce pour notre compatriote Mbayang. Pourquoi grâce? Pourquoi pardon? Pourquoi clémence? Parce que tout simplement il y a eu mort d'homme. Et nous profitons de cette occasion pour demander pardon au nom de notre compatriote, pour demander la grâce au nom de notre compatriote, parce qu'elle est naïve, elle est jeune, elle a été trompée. Très affectée par la situation de sa sœur,
Adama Diop sollicite l'aide des autorités pour éviter l'exécution. Depuis lors, toute la famille est très affectée. Vraiment, c'est très dur pour nous. Nous sollicitons l'aide du gouvernement pour l'assister. Cette ancienne victime témoigne, elle a eu la chance d'échapper à l'horreur. Dès notre arrivée en Arabie Saoudite, les Saoudiens nous kidnappent. Ils nous emprisonnent et dans ces cellules, il y a toutes sortes de nationalités. Ils nous maltraitent et c'est un certain Habib, le responsable, qui donne l'autorisation aux Saoudiens de nous violer. Pour maîtriser ses départs à l'aventure, le Grand Serigne de Dakar propose un visa de sortie pour aller dans ces pays. Et la mesure principale que je propose au gouvernement, c'est l'établissement de visas de sortie du Sénégal vers ces pays de destination. Parce que si nous rétablissons le visa de sortie pour l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, en tout cas les pays destinataires, nous pourrons au moins contrôler en partie ces mouvements. Ce grand rassemblement pour demander grâce et clémence pour Mbayang Diop est aussi une occasion pour s'incliner devant la mémoire de sa victime, feu Madame Marwa Bint Abdelaziz Al-Hadis. Face à la recrudescence de la violence, de la pauvreté, mais aussi de l'intolérance en banlieue, la communauté et les collectivités se mobilisent. Ensemble, elles veulent que ces phénomènes s'arrêtent avant qu'il ne soit trop tard. Un atelier regroupant différents acteurs s'est tenu à Malika. Dans ce cadre, Fatou Faye est la coordinatrice de l'ASAS au micro de Salisso, Asmani Diop, nos correspondants dans la banlieue. Par rapport à la jeunesse, la violence et l'extrémisme en banlieue dakaroise. On veut parler du rôle des autorités locales, mais aussi du rôle de la communauté de manière générale face à l'extrémisme et à la violence qui actuellement secoue le monde dans son ensemble. Non seulement le désœuvrement, mais aussi le chômage, mais aussi la pauvreté et un ensemble de facteurs qu'on ne pourrait pas citer ici qui font que actuellement la jeunesse verse vers l'extrémisme parce que la jeunesse est actuellement à la recherche d'un autre référentiel. Nous, à notre niveau, sensibiliser, toucher du doigt ce qui ne va pas, essayer de faire de sorte que la jeunesse puisse prendre conscience des dangers de l'extrémisme et de l'intolérance, mais aussi de la violence. Nous appuyer, puisque c'était à eux de descendre sur le terrain, mais nous, en tant qu'association, on s'adonne cette mission et on essaie de descendre sur le terrain, comme je vous l'ai dit, pour sensibiliser la population. Grosse bouffée d'oxygène pour les habitants d'une quarantaine de villages situés dans la commune de Mbédjen. Jusqu'ici habitués à déféquer à l'air libre, ils viennent d'être dotés en latrine par le service régional d'hygiène de Louga. Une initiative qui préserve désormais les concernés de nombreuses maladies auxquelles ils étaient confrontés. Une correspondance de Tchernoufal. Kër Ndiaye ci leen njëkki naan, 2 localités situées dans la commune de Mbédjen. Dans ces villages, la défécation à l'air libre a été éliminée grâce à l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté. C'est une stratégie qui est appliquée avec un certain nombre de critères d'éligibilité. Les villages choisis en général sont des villages qui n'ont pas accès à un réseau d'adduction d'eau potable. Ils n'ont pas accès aux addictions, aux ouvrages conventionnels d'assainissement. C'est des villages qui défèquent dans la nature. C'est un programme de la brigade régionale d'hygiène qui accompagne les populations des villages bénéficiaires pour un changement de comportement. Chaque chef de ménage procède à la mise en place d'une latrine. Donc, en plus des latrines qui sont effectivement utilisées au niveau des maisons, il y a la potabilisation journalière et la bonne conservation des eaux de boisson, le respect de la salubrité publique. L'approche ATPC prend en charge non seulement les questions d'hygiène publique et les problèmes d'assainissement dans les villages, mais permet également de lutter contre les maladies diarrhéiques. Vous voyez qu'un village ATPC est un village où les gens utilisent effectivement les latrines, où les eaux de boisson sont traitées et bien conservées, où ces latrines sont effectivement utilisées, où il n'y a pas de maladie diarrhéique.
Dans ce programme, 75 villages ont été enrôlés dans la commune de Mbedjen. Aujourd'hui, les 40 dont le village de Kerndiaï et de Chilen Yeknan sont certifiés FDAL. Et vous vous êtes certainement posé la question, comment occuper vos enfants pendant les vacances? Un véritable casse-tête pour de nombreux parents. Alors, parmi les activités retenues, l'enseignement du Coran aux tout petits. En revanche, pour les grands, d'autres occupations sont prévues. Les parents de Madjigen, cette jeune fille qui a bien voulu répondre aux questions de nos reporters, ont opté pour les tâches ménagères. Une façon de montrer que vacances ne riment pas toujours avec loisirs pour des jeunes filles appelées à devenir mères de famille. Aïssatou Paye. Être en vacances suppose loisirs et détente. Madjigen, en classe de 5e, en profite bien entre tâches ménagères, apprentissage du Coran. La jeune fille a un calendrier bien rempli. Pendant les vacances, j'aide ma maman à faire la cuisine et les autres tâches ménagères. Je vais au marché aussi. Nous nous relayons, mes sœurs et moi. Je vais aussi au Dara quelquefois pour apprendre le Coran. Mon père aussi me l'apprend à la maison. Quelquefois, je révise mes leçons pour ne pas trop être désorientée l'année prochaine. Il fait chaud, je vais parfois à la plage et j'aimerais bien participer à Saint Petit Galet l'année prochaine. Elle a aussi plus d'un tour dans son sac avec sa voix de rossignol. Baï, en vacances chez ses cousins, passe son temps à jouer avec ses amis. Je suis venu passer les vacances chez ma tante. Je suis juste venu en vacances et je passe presque tout mon temps à jouer avec mes cousins. On joue au foot, je passe de très bonnes vacances. Vous voyez, mon ami Modumbaï, c'est avec lui que je m'éclate. Pas question de rester oisif pour cette mère de famille. Pendant les vacances, elle occupe sa fille à temps plein. Le matin, ma fille se lève tôt pour prier. Après, elle m'aide pour les tâches ménagères. Vous savez, je travaille au marché et quelquefois, elle vient m'aider à tenir la boutique. Le soir, elle fréquente une école coranique et elle descend à 22h. Au réveil, elle s'active dans la maison. Il ne faut pas laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent pendant les vacances. Il faut pouvoir les occuper. Apprentissage du Coran, un des premiers loisirs des enfants. La plage, le baby-foot, d'autres loisirs pour se détendre, à défaut d'air de jeu. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec de la lutte et c'est pour parler de cette grosse déception à la Médina, fief du 3e Tigre de Fass au lendemain de sa défaite contre Modulo. Les fans de Gris Bordeaux, très courroucés par l'attitude de leur lutteur, hier à Demba Diop, réclament sa tête. Selon ces derniers, Gris Bordeaux ne mérite plus le titre de Tigre de Fass. Il lui demande de céder donc la place à son jeune frère Maodo qui incarne l'image d'un vrai tigre. Reportage sur place signé Mohamedou Fall. Lendemain de défaite très amère à la Médina, fief de Gris Bordeaux. Ici, les visages renseignent sur le degré de déception des fans et voisins du lutteur. Gris Bordeaux ne mérite pas le titre du 3e Tigre de Fass, déclarent certains. Gris Bordeaux n'est plus le même. Il était courageux, teigneux, prêt à se battre. Il nous a vraiment déçus. Il ne mérite même plus le titre du 3e Tigre de Fass. Il ne mérite plus ce titre. Nous étions tous derrière lui, mais il nous a déçus. Mais n'empêche, sa débâcle face au roc des Parcelles Assainies, ses inconditionnels croient toujours en lui. Il le mérite, il est tout simplement dans des tourments. Bien vrai qu'il est le Tigre de Fass le plus mauvais. Il a fait ses preuves et c'est la raison pour laquelle on lui a décerné ce titre. Difficile de le défendre car un Tigre de Fass doit savoir montrer sa tigritude selon certains supporters. Un titre doit être courageux comme le fut Mbaye. Pour d'autres, il doit tout simplement céder la place. Nous demandons à Gris Bordeaux de céder la place à Maodo, son jeune frère, parce qu'il est le nouvel espoir de Fass.
Gris Bordeaux est dans l'obligation de revenir à la Médina s'il veut retrouver son succès dans l'arène, ont révélé certains habitants de la localité. D'ailleurs, il révèle que pour son combat contre Modulo, il s'est préparé à Petit Mbao et c'est ce qui explique sa défaite. Modulo dans le Gris Bordeaux. Même quand Apoubi le redonne. Et de la lutte, nous passons au football, cette fois-ci pour parler de la victoire, du sacre même, je dirais, historique de Nyari Tally en Coupe du Sénégal. Les drapeaux et drapelés sont visibles un peu partout dans le quartier. Ils comptent organiser une caravane pour fêter les joueurs. Je veux bien entendu parler des fans de Nyari Tally. Les supporters ont maintenant les yeux rivés sur l'Afrique. Ils sollicitent ainsi une audience avec le président du groupe Futur Média, M. Youssou N'Dour. Et c'est un reportage signé par Faragning Younous Diatta. Au lendemain de leur sacre historique en Coupe du Sénégal devant le Casa Sport 3-0, les supporters de NGB arborent fièrement leurs maillots rouges et bleus. Les drapeaux font le décor des quartiers. La joie est visible. Ils saluent cette performance de leur équipe. Et satisfait. Et derrière eux, encourager, savoir vraiment ce qui se passe dans le quartier. Nous sommes 5 heures du matin. Nous sommes contents et c'est une très grande satisfaction d'avoir assisté à cette très grande finale entre deux grandes équipes. Une victoire de toute une équipe derrière son président. Djibril Wade magnifie cet engouement des populations après ce sacre. Un sentiment de fierté. Je crois que comme vous l'avez dit, ce sacre-là est un sacre historique. Et pourquoi un sentiment de fierté? Parce que dans les conditions dans lesquelles nous avons obtenu ce trophée-là, après avoir pris la Coupe de la Ligue en 2012, je crois qu'aujourd'hui, 4 ans après, on prend la Coupe du Sénégal. Cela veut dire que nous sommes en train de prendre les marches. Une grande caravane est prévue dans la semaine pour fêter dignement la Coupe du Sénégal. Déjà à part de mardi, nous avons une caravane, dem ci kër jour yépp yaa ngi dégg parce que bu ñuy départ fii 100 bus lañ amoon. Si on est dans tous les quartiers du Dakar, concernant les jours là où ils sont habités et tout ce qu'ils ont soutenu par rapport à la finale. Les supporters de NGB en ont profité pour dévoiler leur plus grand souhait, une audience avec le PDG du groupe Futur Média. Nous bëgg Youssou recevoir ñu ndax waroon normalement ci kii bi ñun sage yi waroon nañ ko yóbbul lettre mais comme temps bi dafa xatoon te bi ma demandé ñu ne dafa voyager. C'est une doléance des vieux et des jeunes du quartier parce que c'est évident. Il a reçu l'AS Pikine et les autres équipes, pourquoi pas nous? Après une belle fête bien méritée, les supporters de NGB ont maintenant une pensée pour la compétition africaine la saison prochaine. Et puis nous restons avec ce sujet très satisfait de ce sacre. Le président du NGB estime que le défi qui attend maintenant son équipe est beaucoup plus grand puisque le NGB va s'attaquer aux joutes africaines. Mais pour cela, Djibril Wade et toutes les populations de Nyari Tally sollicitent une audience au palais pour rencontrer le chef de l'État et ce afin de disposer d'un terrain d'entraînement dans leur localité. Je vous propose d'écouter le président Djibril Wade toujours au micro de Pape Faragning. Aller en Afrique pour apprendre. Et ça demande quand même beaucoup de moyens. Mais je crois que le premier moyen, c'est un moyen d'infrastructure. C'est un appel au président de la République pour recevoir les populations de Biscuiterie, de Grand Dakar et des SICAP. Parce que nous, en tant que professionnels, avec 50 emplois et une masse salariale de 75 millions par an, il nous faut quand même avoir un outil de travail. Et l'outil de travail là, c'est le terrain qui est là. Depuis 15 ans, beaucoup de régimes sont passés. Nous nous sommes battus pour l'avoir jusqu'à présent, ce sera possible. Et aujourd'hui, on croit que sous l'ère Macky Sall, qui est un jeune président, ce club qui est NGB sera doté d'une infrastructure. Et cette infrastructure-là n'est rien d'autre qu'un terrain d'une superficie de 14 000 m² qui est derrière la SICAP et qui est un... Et puis, une fois n'est pas coutume, nous terminerons cette édition avec l'actualité internationale qui nous mène en Afghanistan, en Libye et aux États-Unis. Mais d'abord, le Nigeria où Interpol a arrêté à Port Harcourt un Nigérian à la tête d'un vaste réseau cybercriminel. Le récit de ce tour d'horizon est signé Daniel Diouf. Interpol vient de mettre fin aux agissements d'un citoyen nigérian soupçonné d'avoir escroqué en ligne près de 60 millions de dollars. Il était à la tête d'un réseau d'une quarantaine de personnes. Les victimes de ce présumé cybercriminel de 40 ans, identifiées en Australie, au Canada, en Inde, en Malaisie, en Roumanie, en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux États-Unis, selon un communiqué d'Interpol publié ce lundi.
La police internationale l'a arrêté à Port Harcourt, dans le sud du Nigeria. Le réseau, composé d'une quarantaine de personnes, parvenait à s'infiltrer dans des comptes de courrier électronique de petites et moyennes entreprises dans le monde à travers des logiciels malveillants. Première frappe des États-Unis contre le groupe État islamique dans son bastion de Sirte en Libye ce lundi. Selon l'agence France-Presse qui cite le Pentagone, le ministère américain de la Défense, ces raids avaient été conduits à la demande du gouvernement libyen, des raids qui auraient infligé de lourdes pertes aux djihadistes. En Afghanistan, les talibans ont mené un attentat au camion piégé contre un hôtel pour étrangers de la capitale Kaboul. Un policier tué, 3 autres blessés. Les 3 assaillants talibans, dont le conducteur du camion piégé, ont été aussi tués. L'hôtel se situe à proximité d'un aéroport militaire qui jouxte l'aéroport international de Kaboul. Il héberge des civils et des militaires étrangers et il avait déjà été frappé par un attentat. Et puis cet exploit d'un Américain, Luke Ekins, que vous voyez sur ces images, il a réussi samedi l'exploit de sauter d'un avion. La distance entre l'appareil et le sol, 7600 mètres, soit 7 km 600 sans parachute. Il a atterri dans un filet de 30 mètres sur 30 à Los Angeles. L'homme âgé de 42 ans s'est lancé à une vitesse de 193 km/h avant d'atterrir à Los Angeles. Cet exploit a nécessité 2 ans de travail et 30 sauts préparatoires pour un homme qui a plus de 18 000 sauts à son actif. Allez, ces belles images mettent fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le